Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Inventons l'avenir, comme il est dit à la fin de ce très beau générique. Il va falloir le faire avec... il faut se rapprocher du micro. Alors je vais me rapprocher du micro. Pour inventer l'avenir et construire ce monde qui sera le nôtre demain, pour éviter qu'il s'effondre, comme on a l'impression que ce que c'est... J'arrive plus. Je rembobine. Je ne devais pas dire ça en fait. Je devais dire quelque chose de plus positif, de plus engageant. Le monde change. Le monde est en train de vivre des bouleversements qui nous inquiètent, qui nous interrogent, qui nous questionnent fondamentalement sur tous les paramètres qui sont ceux de notre vie commune, des paramètres économiques, sociaux, politiques. Et puis, si on est là tous les trois ce soir, c'est peut-être qu'il y a un dernier paramètre qui est encore peu pris en compte dans la réalité, dans notre monde, qui est ce paramètre de l'invisible. Alors l'invisible, ça veut dire un peu tout et n'importe quoi. C'est pas bien défini, c'est un peu mystérieux. C'est parfois qualifié de surnaturel, de pas bien réel. Et pourtant, c'est un paramètre qui de plus en plus pénètre notre réalité, que ce soit dans le monde de la médecine, comme Thierry Janssen va pouvoir nous en parler, ou que ce soit à travers des traditions qui, depuis des siècles, voire des millénaires, explorent ce monde, comme va nous livrer un petit peu Corinne Sambrin aujourd'hui. J'ai le sentiment que notre monde et notre réalité ne peut être viable et se développer et continuer à évoluer d'une façon pérenne qu'en intégrant justement toutes les facettes qui la composent. Il apparaît aujourd'hui de plus en plus évident que la dimension strictement matérielle oublie peut-être des composants importants. En médecine, on le découvre et on l'admet aujourd'hui depuis quelques décennies, des secteurs comme celui de l'émotion, comme celui de l'alimentation, qui sont des domaines plutôt subjectifs, apparaissent comme étant vraiment essentiels dans un parcours de guérison, alors qu'il y a encore peut-être 20 ans, on considérait que ce n'était pas finalement le plus important. Donc voilà, je crois qu'aujourd'hui, on en est un peu à ce stade de mutation où ce monde de l'invisible, qui fait appel à une dimension peut-être transcendante de l'être humain, va devoir être vraiment intégré dans les décisions et les choix qui vont être ceux de nos gouvernants, mais aussi de chacun d'entre vous qui est aujourd'hui ici présent. Parce que ce qui caractérise peut-être cet univers-là, cet univers de l'invisible, c'est que chaque être humain a en lui la potentialité de transformer le monde entier. On échappe là aux règles de la causalité, on échappe aux règles qui régissent les équilibres et les échanges dans notre monde. On a affaire ici à une dimension qui est en train d'éclore. Voilà. Donc je vais la fermer et puis je vais donner la parole à ceux qui s'y sont immergés avec brio, avec talent. Corinne, peut-être est-ce que tu veux commencer pour nous dire ce que... Je préférerais que Thierry commence. D'accord. Thierry, est-ce que tu voudrais... Et moi, j'aurais préféré que ce soit toi qui nous parle un peu plus de ton rapport à l'invisible. Si tu pouvais commencer à nous dire... Parce que je suis sûr qu'il y a dans cette salle beaucoup de gens qui sont là, notamment parce que tu as créé cette revue qui s'appelle Inexploré, que tu as créé l'INRES. Ah, attendez, c'est débile hein, ce système ici, mais bon. Vous avez vu, on est coupé par la table, on est obligé de se pencher pour presque avaler le micro. Vous m'entendez comme ça? Je vais presque au fond de la gorge, hein, mais en attendant, Stéphane, je disais à Stéphane qu'on aimerait quand même bien l'entendre avant que Corinne et moi on puisse aussi partager sur son rapport à l'invisible, parce que j'imagine que beaucoup d'entre vous savent que Stéphane a créé la revue Inexplorée, plus l'Institut INRES qui s'intéresse à justement toutes sortes de phénomènes qui sont considérés comme encore inhabituels, voire paranormaux. Et je crois que tu n'es pas arrivé là par hasard. Donc, si tu pouvais juste, brièvement si tu veux, mais nous décrire comment tu es arrivé à ça et qu'est-ce que ça veut dire pour toi le monde invisible dans la vie de tous les jours. Bon, je vais être bref alors. Merci déjà Thierry de me proposer ça. Effectivement, avale le micro parce que sans ça il n'entend le micro.
Je pense, comme une immense majorité des gens de notre société, il a fallu un accident pour que tout d'un coup je découvre que la vie pouvait receler un univers qui n'était pas immédiatement perceptible et qui était même parfois décrié. Cet accident, c'est au sens propre que je l'ai vécu en accompagnant mon frère qui est mort devant moi en 2001 dans un accident de voiture, à 33 ans pour moi, à 30 ans pour lui. Ce moment-là a créé évidemment un cataclysme dans mon existence et dans celle de ma famille, et a commencé à nourrir en moi un besoin absolument impératif de réponse, pas de croyance, de connaissance. Je voulais comprendre ce que c'était que la mort, s'il était possible de savoir si elle se poursuivait après. Je voulais comprendre le sens de l'existence, et encore une fois, je ne voulais pas m'engager dans une voie spirituelle, quelle que soit la valeur de chacune de ces voies. Ce n'était pas ça que je recherchais. Je recherchais quelque chose d'objectif, de partageable, d'unanimement accepté par plusieurs personnes, alors que, comme on le sait, malheureusement, les voies spirituelles ne sont pas partagées par tout le monde, et on a chacun celle qui est meilleure que celle du voisin. Donc il a fallu pour moi une vraie révolution, déjà plusieurs années, pour commencer à m'apercevoir que la démarche rationnelle, qui était celle auquel j'accordais beaucoup d'importance, une démarche de discernement, de recherche scientifique, de questionnement journalistique, pouvait me permettre d'explorer cet univers qui est d'ordinaire laissé à la philosophie ou à la spiritualité. Voilà. Mon frère, qui était là tout d'un coup mort, complètement mort, est-ce qu'il est quelque part ? Est-ce qu'on peut le savoir ? Est-ce que c'est pertinent de se poser cette question et d'essayer de la déployer dans l'univers rationnel qui était le mien ? Il a vraiment fallu des années avant que je puisse commencer à trouver des petites pistes qui me permettaient d'entrer concrètement dans cet univers-là. Alors une des premières pistes, ça a été notamment les expériences de mort imminente. Un certain nombre d'entre vous en ont sans doute entendu parler. Il s'agit de ces expériences qui se produisent souvent, mais pas exclusivement, dans des circonstances dramatiques, d'accidents, de mort cérébrale sur des tables d'opération, où des gens qui sont dans un état parfois totalement morts cliniquement, décrivent des expériences où ils ont observé la scène, ils ont vu d'autres éléments de leur vie. Sans entrer dans le débat, parce que ce n'est vraiment pas la question aujourd'hui, j'ai découvert en rencontrant les principaux chercheurs et médecins travaillant sur ces expériences que, en 2 mots, elles n'étaient pas réductibles à une activité cérébrale. Et que là, on avait une expérience extrêmement consciente d'hypervigilance, d'hyperperception, qui se produisait à un moment où le cerveau était justement soit carrément en cessation d'activité, soit dans une activité extrêmement réduite qui n'aurait pu, a priori, générer qu'une conscience très très confuse et très désordonnée. Donc on n'est pas dans l'hallucination. Et le débat est encore ouvert sur ces questions-là, il y a beaucoup de recherches qui sont en cours, mais j'avais là, pour le journaliste rationnel que j'étais, une porte d'entrée dans cet univers, et ça c'était il y a plus de 10 ans. Et depuis 10 ans, je me suis immergé complètement dans ces recherches-là. Et en fait, pour vraiment faire la synthèse de mon travail et laisser la parole à mes 2 collègues, j'en suis arrivé aujourd'hui à quelque chose qui est une sorte d'équilibre assez fragile, mais extraordinairement excitant et enrichissant, où je suis à un point où j'ai derrière moi 10 ans d'enquête, de reportage, d'interrogations, de questionnements, de rencontres avec tout ce que le monde compte de chercheurs sur la conscience, sur la médecine un peu frontière, sur tous ces sujets qui nous interrogent sur ce monde invisible. Et qu'à côté de ça, pendant ces 10 années, j'ai aussi observé en moi la façon dont ces rencontres et ces accidents et ces surprises de la vie m'ont permis d'écouter un peu plus judicieusement ce qu'on va appeler communément l'intuition. Je n'ai pas d'autre mot pour ça, c'est-à-dire mon monde intérieur, mon ressenti. Et en fait, comment est-ce qu'on constate qu'on a atteint un certain équilibre? C'est quand on est confronté justement à ces difficultés. Mon père est mort il y a 2 ans de ça. Je m'interrogeais beaucoup dans les semaines qui ont précédé son décès sur ce que j'allais pouvoir faire. Je me suis intéressé au livre des morts tibétain, qui est un livre assez extraordinaire sur l'accompagnement de fin de vie, mais je ne suis pas bouddhiste, mon père encore moins, donc je ne me voyais absolument pas à l'hôpital en train de lui dire « bon, tu vas bientôt rencontrer le Bouddha bleu de la compassion ». Je me disais que ça aurait été un petit peu tombé à côté, donc j'étais un peu désemparé. Et en fait, à ma grande surprise, quand sa respiration a commencé à baisser, à peu près 1h30 avant son départ, j'étais seul avec lui dans la pièce, et là, instantanément, il y a une très grande sérénité qui s'est installée en moi. C'est-à-dire que j'ai su quoi faire, je n'ai pas réfléchi, j'étais dans une espèce d'attitude spontanée,
presque joyeuse. Ça fait curieux d'employer ce mot-là, mais presque joyeuse, parce qu'il n'était plus évidemment question de me rebeller contre son départ, vu qu'il s'en allait. Donc je ne pouvais qu'être là et l'accompagner. Et j'ai compris dans les semaines qui ont suivi son décès qu'en fait cet état de grande sérénité était dû à cette connaissance intuitive que j'avais accumulée sans même m'en rendre compte pendant toutes ces années. Et aujourd'hui, ce que j'essaye de faire à travers mon travail de journaliste ou d'écrivain, dans le livre que je viens de publier qui s'appelle Le Test, ou ce que j'essaye de faire aussi dans les autres activités au sein de l'INRES ou du magazine Inexploré, c'est de permettre à tout un chacun d'accéder à la fois à cette source de connaissances très rationnelle, parce que somme toute, on est quand même dans un pays qui a une culture du cartésianisme et de la rationalité qui est une vraie richesse. On a les deux pieds sur terre, et grâce à ces deux pieds sur terre, on peut explorer des univers très vastes. Et à côté de ça, faire quelque chose qui est peut-être moins habituel dans notre société, mais qui à mon avis, recèle d'une très grande valeur, c'est de réussir à s'ouvrir à son monde intérieur et à ces outils d'accès à la connaissance qui sont en nous et qu'on n'a pas peut-être pris autant en compte qu'on ne pourrait le faire dans notre société. C'est ce que fait aujourd'hui Thierry avec l'école de présence thérapeutique que tu as ouvert il y a quelques mois. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, l'école de présence thérapeutique? Un médecin, théoriquement, ça doit juste apprendre à réparer une mécanique. Bon, on a un petit peu avancé dans ce domaine-là et tu t'es aperçu qu'effectivement, la présence thérapeutique est peut-être l'univers essentiel, mais là, on est dans du totalement subjectif, on est dans quelque chose qui est pas de la mécanique. Et toi, Corinne, le travail que tu fais en essayant de faire se rencontrer des choses qui t'ont complètement surprise et bouleversée dans ton parcours de vie, notamment cette rencontre avec le chamanisme, où tu te découvres un accès à un univers totalement mystérieux auquel tu n'as pas été préparé, tu essayes de le faire se matcher avec des recherches scientifiques, avec des neurologues, pour essayer de comprendre comment ça s'intercale dans le cerveau. Voilà, je pense que ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est vraiment cette volonté de ne pas partir uniquement dans un monde éthéré, spirituel, super cool avec des bisounours, ou à l'inverse d'être extrêmement que rationnel, c'est d'essayer de marier ces deux univers-là. L'avenir de notre monde, il sera peut-être viable si on parvient justement à marier intelligemment ces deux univers. Et c'est peut-être une spécificité française qui nous est offerte, parce que pour avoir voyagé dans beaucoup de pays, je n'ai pas rencontré dans beaucoup d'endroits cette solidité que nous donne notre éducation cartésienne. Alors beaucoup y voient peut-être un défaut, peut-être beaucoup y voient une contrainte, ou au contraire un signe d'obscurantisme ou de matérialisme. Moi, j'y vois une chance. J'y vois vraiment une chance parce que dans mon parcours personnel, cette posture très cartésienne et très rationnelle m'a permis d'aller très très loin dans mon questionnement et de vivre aujourd'hui une proximité. Je n'ai pas peur de le dire, avec mon frère qui est décédé depuis 15 ans, avec mon père qui est décédé il y a 2 ans, avec ce monde invisible qui nous entoure, qui nous aide, qui est un allié dans notre quotidien. Et je n'ai pas l'impression d'être devenu un espèce de gourou bizarre en disant ça, mais au contraire d'être le produit de 10 ans de parcours avec les richesses de notre monde. Donc, si je veux que vous parliez au moins 5 minutes, il faut que je me taise. Vous y allez ? Oui, moi je veux bien aller. À moins que Corinne veuille y aller. Je vais faire comme Stéphane, ce que je lui ai proposé de faire, parce que je pense que c'est vraiment ce qui donne du corps et de la crédibilité à une réflexion, à une pensée. Et donc je vais vous parler du petit parcours à travers le monde invisible que j'ai fait depuis tout jeune. Lorsque j'étais enfant, je passais beaucoup de temps à ne rien faire. Et mes parents étaient très agacés par cela parce qu'ils disaient que j'étais un enfant oisif. Qu'est-ce que je l'ai entendu, ça? Et c'est vrai, je contemplais. Et une partie de cette attitude était justifiée par le fait que j'avais peur des autres enfants, parce que j'avais un corps un peu fragile et tout ça, et je n'étais pas très à l'aise dans le monde matériel. Et donc je m'enfuyais là, dans un monde bien sûr d'idées, de rêves, mais surtout, il y avait une autre partie un peu moins névrotique qui était nourrie par cette contemplation, et c'était celle qui éprouvait la joie d'être, simplement. Et ça me permettait, je m'en souviens, dès l'âge de 4-5 ans, aussi loin que mes souvenirs puissent remonter, ça me permettait de voir au-delà des apparences.
C'est-à-dire que, par exemple, mes parents se disputaient ou invoquaient quelques arguments pour défendre des idées ou des comportements, et je voyais au-delà leur peur, je voyais les incohérences, et je voyais même parfois comme des images qui symbolisaient ces peurs et ces incohérences. Mais voilà, ça m'était tout à fait naturel, et je pense que c'est simplement parce que j'avais de l'espace en moi pour regarder au-delà de ce qui était habituellement visible. Et puis, vers l'âge de 5 ans et demi, 6 ans, je suis tombé vraiment en amour avec la civilisation de l'Égypte ancienne, qui m'a vraiment nourri par osmose, comme ça, sans que maintenant, avec le recul, je peux vous parler de cela, l'analyser. À l'époque, bien sûr que je ne pouvais pas mettre de mots, mais cette civilisation de l'Égypte ancienne me mettait non pas me mettait en contact, mais me donnait des codes pour parler de l'invisible. Et je crois que les grandes civilisations dites traditionnelles qui ont existé à la surface de cette planète étaient des civilisations, ou sont encore aujourd'hui, parce qu'il y a encore des civilisations traditionnelles sur cette planète, ce sont des civilisations en contact avec le monde invisible, capables d'en parler. Parce que tu parlais de rationalité, depuis la Grèce classique, depuis 500 avant Jésus-Christ à peu près, nous avons adopté une toute autre relation au monde. À savoir que jusqu'alors, dans la Grèce archaïque, où les sages étaient enseignés dans les temples de l'Égypte ancienne, mais aussi à la même époque dans la Chine ancienne ou l'Inde védique, on écoutait le monde. Alors que tout d'un coup, au 5e siècle avant Jésus-Christ, on décide en Grèce qu'il ne faut plus écouter le monde, mais le penser. Et pour le penser, on commence à l'analyser, à le découper en petits morceaux et à s'intéresser à ce qui est visible, c'est-à-dire essentiellement à la dimension matérielle de la réalité. Dans l'Égypte ancienne, pour parler de quelque chose qui, moi, m'a nourri dans mon enfance, on bien sûr, connaissait la matière et on la manipulait assez bien. On a quand même construit des pyramides. Mais on comprenait que cette matière était informée et qu'elle était habitée par l'énergie qui amenait cette information dans la matière. Et quand il s'agissait de parler de ce qu'on avait perçu en écoutant le monde, on ne pouvait pas utiliser des mots. On utilisait des symboles, parce que le symbole permet de réunir plusieurs idées en une présentation qui est la représentation de la complexité du monde et de la multidimensionnalité du monde. Bien sûr, ce n'est pas à l'âge de 5 ans que je pouvais mettre des mots comme ceux-là sur ce que je comprends aujourd'hui de l'expérience que je faisais à travers le contact de la civilisation de l'Égypte ancienne, civilisation traditionnelle, je vous le disais, mais je pense que c'était ça que je faisais depuis tout petit, j'écoutais le monde. Et je voyais la matière, je voyais par exemple mes parents qui se disputaient, leur corps qui était agité, mais je voyais derrière ça l'information que cette agitation véhiculait. Et à travers certains gestes qui se voulaient bienveillants, je devinais la colère qui les motivait. Et je voyais les masques qu'ils portaient. Et du coup, je comprenais les incohérences. Et je rentrais dans un monde non visible au premier abord, qui était le monde symbolique. L'information véhiculée à travers la matière. Tout ça pour vous dire que jusqu'à l'âge de 16-17 ans, j'ai été profondément imprégné de tout cela et j'ai eu la chance de perdre mon meilleur ami qui s'est tué dans un accident de moto à l'âge de 18 ans, j'en avais 17. Et je dis la chance parce que ça m'a vraiment ouvert une porte de façon à explorer de manière plus formelle ce monde invisible. Comme ce que tu racontais il y a un instant, la disparition de quelqu'un qui devenait non visible m'a vraiment porté à explorer cela de façon beaucoup plus formelle et méthodique quelque part. Et puis j'avais 16 ans, j'avais plus 5 ans, j'avais une capacité de réflexion par rapport à tout cela. À l'époque, j'ai fréquenté de nombreux médiums,
que la maman de mon cousin m'emmenait voir parce qu'elle espérait que nous ayons des contacts. J'ai beaucoup d'histoires à raconter sur tout ça, pour lesquelles je n'ai même pas encore d'explication et de réponse, mais il est évident qu'il y avait, au-delà de cette matière qui n'était plus là, puisque le corps de mon cousin n'existait plus, il y avait encore de l'information, ça c'était certain, et il y avait beaucoup de symbolisme qui était manifesté dans ma culture de certaines manières. Et j'imagine que si j'étais né chez les Papous ou en Amazonie, ça aurait été peut-être manifesté sur d'autres manières. En attendant, j'ai décidé d'embrasser une carrière médicale. Et vous savez, quand on commence ce chemin-là, il s'agit de jouer les règles du jeu, parce que sans ça, vous n'êtes pas sélectionné dans les concours. Et comme dès le départ, je voulais devenir chirurgien, j'ai vraiment joué les règles du jeu. Et le jeu, c'était « je m'intéresse à la matière ». Point barre. Et donc j'ai appris à décortiquer la matière, à la disséquer. Je suis même devenu un professionnel de la découpe de la matière à travers l'exercice de la chirurgie. Et progressivement, j'ai perdu ma connexion avec ces autres niveaux de la réalité, l'information et l'énergie, le symbolisme et l'essence. Et donc, finalement, je suis arrivé à l'âge de 33 ans, là où je voulais, c'est-à-dire au sommet d'une espèce de carrière que je m'étais projeté au prix de beaucoup d'efforts, mais j'étais très malheureux. Et j'étais devenu très sec et pratiquement désespéré dans le sens où je ne voyais plus le sens de tout cela. J'ai fait une crise existentielle qui m'a fait quitter mon métier et automatiquement, toute mon enfance et mon adolescence sont revenues. Et je me suis senti appelé à fréquenter une école aux États-Unis qui formait des healers, des guérisseurs, la Barbara Brennan School of Healing, qui existait à l'époque depuis une vingtaine d'années. Tout ça remonte à 98. Et j'ai quitté l'école en 2002. Et je suis parti là-bas, par un hasard de circonstances d'ailleurs, qui montre que le monde invisible s'organise à son niveau pour que les choses se produisent aussi. Mais en attendant, ce que j'ai découvert à travers les 4 ans de ce parcours dans la Barbara Brennan School of Healing, l'école de guérison de Barbara Brennan, qui se tenait à Miami, en Floride, j'ai découvert que pour avoir accès au monde non visible qui est en train d'informer la matière et qui anime la matière à travers son énergie, il fallait se mettre dans un état particulier qui était la transe. Et la façon dont nous apprenions à rentrer en transe là-bas consistait, à travers des exercices très inspirés du Qigong, à être pleinement présent à ce qui se produisait dans l'instant, en refusant de laisser le mental analyser, justifier, comparer, espérer. Le mental devait être totalement mis sur le côté pour se laisser aller à ce qui nous inspirait. Comme si le souffle de l'esprit, le spiritus latin, allait prendre le relais quand le mental ne cherchait plus à contrôler la situation et à se rassurer à travers toutes sortes d'explications. Et à travers certaines techniques, entre guillemets, que j'ai retrouvées par la suite dans plein d'autres cultures, sous parfois d'autres formes, mais pour arriver au même résultat. Et dans certaines cultures, en prenant même des drogues ou des champignons ou des substances particulières. Et il y a quelques années, je discutais avec Yann Kounen, qui a exploré tout cela, notamment en prenant des drogues. Et je lui décrivais mes expériences de transe sans aucune drogue. Et il me dit, mais tu prends de l'ayahuasca? Et je dis non, je voyage sans rien. Mais oui, on peut y arriver sans prendre des drogues extérieures, mais chaque culture a ses moyens d'y arriver et il n'y a pas une culture qui devrait prévaloir sur une autre. Il se trouve que dans mon parcours, il n'y a pas eu de drogue. Mais en attendant, il y a eu des moments hallucinants de captation d'informations tout à fait pertinentes à laquelle je ne pouvais pas rationnellement avoir réfléchi auparavant. Et il y avait
tout d'un coup l'exploration non seulement d'un monde très symbolique à travers des images qui s'imprimaient dans l'espace de ma conscience et qui faisaient sens pour notamment la personne que je rencontrais, mais il y avait aussi pénétration dans un monde énergétique, à savoir energeia en grec, la potentialité d'une action. Un monde où tout ce symbolisme remettait en mouvement et recréait quelque chose de différent. Je ne vais pas parler trop longtemps, je vais prendre 3 minutes pour aller un tout petit peu plus loin, et après j'imagine que ça suscitera, après l'intervention de Corinne, un tas de questions et de réflexions, et nous pourrons explorer ça plus en détail. Mais lorsque j'allais dans cette école de Barbara Brennan, où on explorait d'une façon très chamanique, quelque part, ces différentes dimensions du réel, naturellement, je suis revenu à la contemplation de façon beaucoup plus formelle que dans mon enfance, sous la forme de la méditation. Qui a déjà médité ici? Oui. On est entre nous, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens qui ont déjà médité ici. Ce n'est pas toujours comme ça dans une salle où on prend la parole. Mais en attendant, beaucoup de gens aujourd'hui considèrent que la méditation, c'est la méditation que l'on appelle en pleine conscience, la mindfulness qui est très répandue dans nos contrées aujourd'hui. La méditation dont je vous parle ne se limite pas à la mindfulness, qui n'est qu'une première étape de la méditation. Et ceci dit en passant, le mot « pleine conscience » n'est pas une bonne traduction pour mindfulness. Je parlais il n'y a pas longtemps avec la traductrice qui l'a importé en français, ce concept de pleine conscience. Elle me disait, oui, on a voulu rendre hommage à Thich Nhat Hanh, ce moine vietnamien, bouddhiste, qui avait écrit un très beau livre sur la pleine conscience. Mais si vous lisez le livre, vous verrez qu'il ne parle pas exactement de ce que nous appelons pleine conscience, mindfulness. Mais en attendant, mindfulness, ça veut dire pleinement là avec le mind, avec le mental, justement. Mais ce mental qui est capable d'analyser, de percevoir, de capter. Et c'est ce qu'on fait dans la première étape de la mindfulness, c'est qu'on perçoit la réalité dans l'instant présent et on essaye, à travers ses sensations, ses émotions, ses pensées, de ne pas les alimenter pour partir ailleurs que dans le présent, dans des projections du futur ou des analyses du passé. Ça, c'est une première étape, et on pourrait traduire d'ailleurs mindfulness plus justement par pleine attention ou présence attentive. Mais il y a une étape plus loin dans la méditation qui me paraît très importante quand on veut parler du monde non visible ou du monde invisible, et qui est celle qui, au moment où on note l'apparition dans le champ de la conscience des sensations, des émotions, des pensées, et qu'on n'alimente pas par de nouvelles réflexions toutes ces perceptions, progressivement, le mental s'apaise. Et si à ce moment-là, on commence à porter l'attention sur le silence qui se trouve au-delà, à l'arrière-fond, au-delà de la confusion des sensations, des perturbations des émotions et de l'agitation des pensées, tout d'un coup, on commence à être celui qui regarde l'agitation. On devient non pas la pleine conscience, mais la pure conscience. Et dans cet état de pure conscience, qui est notre nature profonde, dans cet état silencieux et paisible, nous découvrons qu'en fait, ce que nous sommes est paix et silence. Car l'agitation, les émotions, les pensées, tout ça, ça part, ça vient, c'est créé, ça se crée l'un l'autre. Mais la seule chose qui n'est pas créée en nous, c'est la paix et le silence, qui est là avant que nous existions et qui sera là après que nous ayons cessé d'exister. Et quand on rentre dans ces méditations en pure conscience, on se désidentifie totalement du mental et de l'ego, parfois très furtivement, surtout au début. Mais il y a une sorte d'éveil de la conscience qui tout d'un coup peut nous donner accès à énormément de perceptions,
de ce qu'est vraiment l'information qui nous traverse, qui traverse le monde, et l'énergie qui anime ce monde. Et j'en arrive à me dire qu'il n'est pas par hasard que la méditation, jusqu'à ce stade, fait partie d'un chemin spirituel dans le sens d'une compréhension de l'esprit du monde. Qu'est-ce qui anime ce monde ? Stéphane, tu disais il y a un instant, les spiritualités, oui, il y en a toutes sortes et elles peuvent même se combattre. Non, les religions peuvent se combattre. Et les religions sont des tentatives d'interpréter la spiritualité et de la faire appliquer dans une culture donnée. Mais les religions sont des productions du mental, de nos égos. Et donc, elles sont prises dans des problèmes d'ego et de personnalité et des luttes intellectuelles, philosophiques. Alors que la spiritualité touche à quelque chose de plus profond et qui est universel et non personnel. Cet espace paisible et silencieux qui est au fond de nous, qui est nous. Ce que les bouddhistes, en Inde, on appellerait ça le Atman, le soi. Mais les bouddhistes n'aiment pas trop ça parce qu'ils ont peur de personnifier le soi. Alors ils appellent ça la nature ultime de l'être qui est vacuité. Et cette vacuité n'est pas un vide, elle est un vide plein. Un vide rempli de tous les potentiels. Et je terminerai par là en disant que mon expérience de l'invisible, aujourd'hui, c'est cet accès à ce vide plein, c'est-à-dire cet espace dans lequel je retrouve la liberté de créer. Et je me demande si les artistes qui se mettent en transe et vont dans ce vide plein, qui touche peut-être au vide dont on nous parle en physique quantique, ce vide créateur, où il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de mental, il n'y a que l'acceptation sans condition de ce qui est, c'est-à-dire l'amour inconditionnel. Et certains appellent ça Dieu. Personnellement, je m'en défends, car Dieu est devenu un concept beaucoup trop personnel pour beaucoup de gens, alors que nous parlons ici de quelque chose de non personnel qui est au fond de chaque être, de chaque chose, et que l'on entend dans le silence de la nature. Voilà, c'est ça le monde invisible aujourd'hui pour moi. On part en transe ? Bon, bah, j'aurais dû parler avant alors. Bon, alors quels sont les outils qu'on a à notre disposition justement pour accéder à cet invisible ? Les chamans en Mongolie pensent que c'est l'intuition, tout simplement. Donc c'est le véritable outil qu'utilisent pas les chamans. Les chamans utilisent un autre outil qui est la transe pour discuter justement avec cet invisible. Alors quand j'étais en Mongolie, pour eux l'invisible c'est utile. Alors je dis en quoi c'est utile l'invisible ? Pourquoi vous vous servez de l'invisible vous ? Ben oui. Et comment vous vous servez de l'invisible, vous ? Eh ben, on va poser des questions aux esprits. Ah. Et c'est quoi les esprits ? Eh ben, c'est les esprits. C'est-à-dire que quand notre intuition est connectée, ben, les esprits utilisent cette intuition. C'est le langage qu'ils vont utiliser pour te prévenir d'un danger ou pour te prévenir que tu es en train de créer une dissonance. Parce que les esprits, ils ont un rôle. Et ce rôle, c'est de maintenir et d'être les garantes de l'harmonie dans ce monde. Alors, si tu crées une dissonance, ben, ça les énerve forcément. Donc, ils vont te le faire savoir. Et ils vont te le faire savoir en t'envoyant un petit message grâce à l'intuition. Donc, à toi de l'écouter. Si tu n'écoutes pas ton intuition, c'est que tu ne respectes pas les esprits. Donc, ça les énerve aussi. Donc, après, ben, la deuxième attaque possible, c'est je t'envoie des problèmes puisque tu ne veux pas comprendre. Alors dans ces cas-là, le consultant, la personne se dit bon j'ai dû énerver les esprits si elle a beaucoup de problèmes, et elle va voir le chaman. Alors le chaman, lui, il a un autre outil pour entrer en contact avec ce monde des esprits, c'est la transe, dont parlait Thierry et que connaît Stéphane. Donc c'est la transe. Alors la transe va s'induire suivant les cultures de différentes façons. Aussi par les gestes, par la volonté, par la danse, par le son, par des psychotropes. Et tout ça va dépendre de l'environnement dans lequel a évolué la culture, bien sûr. Alors en Mongolie, il n'y a pas tellement de plantes. Alors eux, c'est le tambour, l'induction de la transe. Alors le chaman va
induire la transe grâce au son du tambour, et il va aller poser la question aux esprits, c'est-à-dire que le consultant vient dire pourquoi j'ai des problèmes, j'ai fait une bêtise, ça a énervé les esprits, donc le chaman va demander aux esprits quelle est la bêtise que la personne a faite pour énerver les esprits. Voilà. Dans ce sens-là, il n'y a pas de notion de guérison. Le chaman n'est pas un guérisseur au sens où on l'entend nous ici. C'est-à-dire qu'il va rétablir une harmonie qui a été rompue entre le monde des humains et le monde des esprits. Alors pourquoi cette harmonie a été rompue? Ça tourne autour d'un seul mot, c'est respect. Le respect. Alors, on a rompu, on a créé une dissonance parce qu'on n'a pas respecté son troupeau, parce qu'on n'a pas respecté sa nourriture, parce qu'on n'a pas respecté son voisin, parce qu'on ne s'est pas respecté soi-même. Donc tout ça va créer ce que les Mongols appellent du busar. Et donc ce busar, c'est une espèce de souillure qu'on va porter et que le chaman est censé nettoyer par des rituels. Donc il faut bien comprendre que pour eux, ce monde invisible, eh ben, c'est un monde avec lequel on dialogue, c'est un monde qui existe, qui est réel et qui est utile. Alors, lorsque le chaman revient avec une réponse du monde des esprits, il va dire au consultant, ben voilà, tu as énervé les esprits parce que tu as fait ci ou ça. Et donc la personne fait en sorte de ne pas recommencer cette bêtise, bien sûr, parce qu'il y a vraiment la notion là-bas de « je suis responsable de ce qui m'arrive ». C'est-à-dire que le chaman, ce n'est pas un antibiotique là-bas. Donc le chaman, il fait juste il transmet. C'est le communicant. Et donc il va ramener la réponse. Et donc la personne va devoir se remettre en question pour ne pas recommencer cette bêtise, pour ne pas recommencer ce manque de respect envers voilà, ce qu'elle n'a pas respecté. Donc voilà ce que je voulais dire vraiment de fondamental et bien sûr sur notre intuition. Alors moi quand je suis arrivée là-bas, ils m'ont dit tu es chaman, tu es voilà. Alors je comprenais pas ce que ça voulait dire. Ils m'ont dit le monde des esprits, bah, écoute, tu fais une transe, tu vas leur poser des questions et puis tu reviens avec une réponse. Voilà. Alors bah oui, bah, je suis pas très, j'ai mis du temps à comprendre ce que ça voulait dire. Il m'a fallu à peu près 10 ans. Pour comprendre que ce monde des esprits, en fait, il donnait vraiment des réponses. Alors ces réponses arrivent sous forme d'évidence, comme ça vous est tous arrivé avec l'intuition, c'est pareil. C'est la même chose. La transe et l'intuition, c'est du même ordre. Ça fait partie de ce qu'on appelle l'intelligence perceptive, en complément de l'intelligence spéculative, qui, elle, est liée à l'intellect et qui nous permet de construire une pensée, de construire une personnalité et de construire un plan de carrière aussi. Voilà. Donc, cette intelligence perceptive, cette intelligence intuitive, est celle qui est activée pendant la transe et la même qui est activée pendant la transe de création d'un artiste ou celle que vous vivez, donc une évidence que vous pouvez avoir lorsque vous avez une intuition. Alors qu'est-ce qui se passe? Effectivement, vous vivez un état modifié de conscience. Bon, ben, la majorité a pratiqué la méditation, donc vous savez ce qui se passe. C'est que dès qu'on perd la notion du temps, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il s'est passé un quart d'heure et en fait il s'est passé 2 heures, dès qu'on a plus de force que dans un état de conscience ordinaire, dès qu'on ne ressent pratiquement pas la douleur, on peut dire qu'on est dans un état modifié de conscience déjà. Alors la transe en est un échelon différent. Alors plus on pratique la transe et plus on se rend compte qu'effectivement tout ça nous parle. Tout nous parle autour. Donc j'ai fait des expériences avec le professeur Florent Henry qui m'a dit puisque tu es chaman et que les chamans sont censés obtenir des informations et entrer en communication avec tout ça qui parle autour de nous, c'est invisible, je te mets de l'eau devant toi et puis tu vas voir si elle te parle. Un grand silence là. Tu vas voir si cette eau te parle. Donc je te dis pas, voilà, j'ai ça devant moi, et puis je fais une transe devant ça. Alors maintenant j'induis la transe par la volonté, Thierry le fait aussi. Donc elle s'induit très facilement par la volonté, enfin très facilement. L'induction au départ elle se faisait par le tambour, et pour faire des recherches en laboratoire, pour qu'on puisse mettre des électrodes sur ma tête, il a fallu que je me passe du tambour. Moi c'était un peu obligé, mais donc il est possible d'induire la transe par la seule volonté. Donc dans un laboratoire, on peut faire des expériences, différentes expériences avec différentes substances devant vous. Et est-ce que ce que j'ai perçu de l'eau, ça pouvait être par exemple les coordonnées GPS de l'endroit d'où provenait l'eau? Non.
En revanche, une des premières eaux que Marc-Henri a mis devant moi, donc je ne savais pas ce que c'était. Le jeu, c'est de ne pas savoir ce que c'est. Si lui, ce que c'est de cette eau est cohérent avec ce que je vais en ressentir. J'ai commencé sur une des premières eaux, j'ai commencé à ressentir énormément de joie. Et je me suis mise à faire des gestes, des sons. Un langage est arrivé, un langage que je ne connais pas, qui sort tout seul. Et ce langage disait, avec la traduction, ce langage disait, la mienne de traduction, moi je l'entendais comme ça, cette eau c'est un trésor. Elle est à la source de la vie, c'est quelque chose de très important. Au début de la tranche, je fais des vagues, j'ai l'impression d'être dans la mer. Et la tranche est vraiment très très belle. C'est vraiment. Après, il y a un chant qui arrive, qui est aussi très beau, c'est très harmonieux. Et je me sens très bien, vraiment en paix, la paix, voilà, l'extase, quoi, le moment où on est à la fois tout et rien, mais on est là. Et j'ai vraiment l'impression que cette eau, bah oui, elle dit des trucs. Donc quand je sors de la transe, je remercie le professeur Marc-Henri. Je lui dis attends, c'est vraiment chouette ce truc-là. C'est vraiment, moi je la bois tout de suite. Hein, c'est vraiment. Elle m'a dit des trucs. Enfin, j'ai l'impression que je lui raconte ce qu'elle me dit, que c'est à la source de la vie, que c'est quelque chose qui est vraiment important, qu'il faut le faire savoir. Et voilà. Et il me dit écoute, c'est bien cohérent avec ce que je sais de cette eau, puisque cette eau vient de l'océan. Elle est prise dans des vortex où il y a énormément de plancton, donc est la source de la vie. Elle contient tous les éléments du tableau de Mendeleïev. Et on l'utilise comme un fortifiant aujourd'hui, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui s'appelle le quinton. Voilà. Alors, Marc était content parce que ce que j'avais perçu de l'eau, et cette force, cette émotion, cette joie que je perçus, ce langage qui me disait que c'était quelque chose de fondamental. Au début, je faisais des vagues aussi. Je vous ai dit que c'était tiré de l'océan, donc on était vraiment dans la mer. Donc, voilà ce qu'on peut capter. Alors, on a fait d'autres expériences comme ça qui est toujours racontées. Pas précisément, mais en tout cas, il y avait des choses cohérentes avec ce que Marc-Henri savait de cette eau. Alors, ça veut tout simplement dire qu'on a en nous cette capacité, justement, si on cultive cette attention dont parlait Thierry, si on est attentif. Marguerite Yourcenar dit quelque chose que j'aime beaucoup, qui est dit il faut fixer l'attention, pas la pensée. Voilà. Donc si on est attentif, si on se donne la possibilité d'être attentif, eh bien on se rend compte que c'est invisible. Les chamans l'utilisent depuis 8000 ans et que c'est invisible autour de nous, que tout ça parle. Et les chamans vous disent aussi que tout est vivant. Nous, on dira que tout est vibratoire, tout est ondulatoire et que tout est vivant parce qu'un verre se boit à ce qu'on appelle un double immatériel qu'ils appellent l'esprit, et cet esprit nous parle. Et effectivement, on voit pendant la transe que... Donc on va continuer les expériences, bien sûr, mais c'est extraordinaire de réaliser qu'on a en nous cette capacité et que vous avez dû vivre dans la méditation. À un moment, on est connecté avec quelque chose qui est plus grand que nous. C'est-à-dire que notre perception du monde dans ce qu'on vit tous les jours, dans cet état de conscience ordinaire, elle est dominée par le cerveau spéculatif, donc qui est plus lié au mental. Et donc, elle nous donne une perception de jeu, de la construction de la personnalité qui est assez restreint, qui est tout petit. Et quand justement, grâce au son du tambour, grâce à la méditation, grâce à tout ça, le cerveau spéculatif est un peu calmé. On a fait des expériences sur mon cerveau qui montrent que les zones spéculatives du cerveau, qui sont liées justement à l'intellect, sont pour une fois moins actives que les zones perceptives. Alors comme ces zones perceptives sont tout d'un coup plus active, elle nous donne accès à une réalité plus grande, semble-t-il. Voilà. Alors Marc-Henri dit un truc intéressant aussi sur la bande passante. Lui, il dit en fait la pensée consciente, on peut la comparer à une bande passante qui est capable de traiter je ne vais pas dire des chiffres exacts, mais entre 16 bits et 40 bits d'informations à la seconde. D'accord ? Or, le cerveau, lui, serait capable d'ingurgiter 10 millions de bits d'informations à la seconde. Alors, heureusement qu'on ne les perçoit pas toutes. Hein. Donc, c'est là que le cerveau nous protège. Il a à la fois une interface qui nous permet d'interpréter ce qui nous entoure, mais il est aussi un filtre. Et ce filtre, on va le modeler, nous aussi, en fonction de notre culture, en fonction de notre environnement, en fonction de notre histoire, et en fonction de ce qu'on nous apprend tous les jours. Donc ce filtre-là, il nous protège, et
voilà, il sert à interpréter ce dont on a besoin, en gros. Alors, Marc pense que pendant la transe, justement, cette bande passante, au lieu d'être à 16-40 bits secondes d'information, ben, elle serait plus ouverte. Ce qui nous permet, pareil, quand vous faites une méditation, tout d'un coup, on a accès à une réalité augmentée. Je crois que le principe de cette réunion, c'était aussi de vraiment avoir une interaction avec vous. Donc, je crois qu'on peut arriver déjà au temps des questions du public. Là-bas. Bah, allez-y. On se passe des micros. Comment ça fonctionne, oui? Avalez bien le Oui, micro. je voulais vous demander, puisque les deux interventions ont été très associées à la mort d'un proche. Et quel est votre rapport donc à la mort? Et à la troisième intervenante, si finalement c'est ce que vous décrivez, est-ce que c'est très en lien aussi avec la médecine chinoise et avec la maladie considérée comme justement un phénomène, on n'est plus en harmonie avec le monde. Et voilà. Donc, quel est le rapport avec la maladie? Quelle est la conception de la maladie pour le chaman? C'est pour moi? À la fois une question pour les deux messieurs et une question pour vous. D'accord. La maladie est le résultat d'une dissonance, justement. Pour eux, c'est qu'on a énervé les esprits. Voilà. Donc, en gros, c'est qu'on n'a pas respecté quelque chose. Et c'est le résultat d'une dissonance. Mais une dissonance dont on n'est pas forcément responsable. C'est une dissonance qu'on peut porter sur plusieurs générations. Et qui n'a pas été nettoyé avant par un chaman, parce qu'ils ont vraiment la notion de transgénéalogie déjà, que nous on a découvert il y a 60, 70 ans, 60 ans, je sais pas. Et eux, ça fait 8000 ans qu'ils ont déjà compris qu'on portait pas seulement notre vie, mais toute celle de nos ascendants aussi. Voilà, donc à partir de là, pour eux, si on est malade, aujourd'hui, ils vont chez le médecin tout de suite. Hein. Ils vont pas systématiquement voir leur chaman. En revanche, s'il y a des maladies récurrentes ou des maladies graves, ils pensent que justement, il y a eu une dissonance, il y a eu une cassure d'harmonie entre les esprits et soi-même. Donc on a fait quelque chose. Donc il faut réparer, il faut rétablir une harmonie, et c'est là qu'on va voir le chaman qui, lui, va être chargé de faire les rituels pour rétablir l'harmonie. Chez les Indiens Navajo, par exemple, quand quelqu'un tombe malade, il va voir le sorcier, le guérisseur, qui s'appelle le Hatali, qui est un sorcier chanteur. Et le sorcier convoque le patient dans une hutte faite de branchages et de boue séchée qu'on appelle le Hogan, et il va convoquer tout le clan. Alors, bien sûr, il va pouvoir aider le patient au niveau physique, avec peut-être des herbes ou des potions, mais il va aussi l'aider au niveau symbolique, au niveau de l'information, à travers le dessin sur le sol de voies de guérison avec du sable coloré. Et pendant des rituels qui durent jusque 9 nuits et 9 jours d'affilée, au son de tambours et de chants, dans un état de transe, le patient va transférer les couleurs de la voie de guérison sur son propre corps, parce que le rituel a une importance. Il matérialise les idées et les intentions dans l'espace et dans le temps. Et là, en faisant ça, le patient montre qu'il rentre dans le retour à une nouvelle forme d'harmonie. Et non seulement le patient va le faire, mais tout le clan va le suivre. Parce qu'à l'occasion de la maladie d'un seul, il faut non seulement le traiter au niveau physique, au niveau symbolique, mais au niveau collectif, pour qu'il retrouve l'harmonie avec les autres. En Occident, aujourd'hui, en anthropologie, on considère que la maladie, et c'est malheureusement pas comme ça que c'est vécu dans nos systèmes dits de santé, qui sont plutôt des systèmes de maladie, où on est content qu'il y a des gens malades, comme ça le système reste en bonne santé. Mais en attendant, en anthropologie médicale, on est bien clair sur le fait que la maladie a au moins 3 aspects. Le premier, qui est la maladie physique, l'affection, qu'on peut traiter avec de la chirurgie, des plantes ou des médicaments.
Mais il y a aussi, en anglais, on appelle ça disease, la perte de easy, la perte d'aisance. Disease. Mais à côté de l'affection, du disease, il y a le illness. Illness en anglais veut dire le malaise ou le mal-être. Et le sorcier, c'est là-dessus qu'il va jouer, en écoutant ça et en essayant de remoraliser une histoire démoralisée, comme disait Claude Lévi-Strauss. Mais en plus, il va s'adresser à la troisième composante de la maladie, qui est le sickness en anglais, c'est-à-dire la maladie en tant que phénomène exprimé dans une société qui interroge toute la société. Et tout, il n'y a pas que chez les Navarros que j'ai vu ça, dans plein de cultures, le sorcier, chaman très souvent, a comme mission non pas de guérir, il ne donne même pas les plantes bien souvent, mais de remettre chacun à sa juste place pour qu'on recrée une harmonie, notamment collective. Et ça, c'est une source d'inspiration pour nos cultures, car le disease, on le traite avec des médicaments, de la chirurgie, tout ce que vous voulez. Le illness, on commence à s'y réintéresser en envoyant les gens consulter, notamment en psychologie ou en psychothérapie. Mais le sickness, qui se pose une question de savoir s'il ne devrait pas changer ses comportements lorsqu'il a quelqu'un dans sa famille qui a un cancer. Et pourtant, à l'occasion de la maladie d'un seul, nous devrions peut-être nous poser des questions tous ensemble sur les causes, notamment, qui peuvent être à l'origine de cette maladie. Causes qui sont évidemment multifactorielles et qui peuvent aller dans le transgénérationnel, mais dans l'environnemental, et toutes des sortes de déséquilibres qui ont fait dire à Georges Canguilhem, philosophe et médecin français, dans sa magnifique thèse sur le normal et le pathologique, dans les années 40, la maladie est une tentative de l'organisme de retrouver un équilibre dans une situation perturbée. Et la perturbation peut être due à plusieurs facteurs. Et les chamans ont cette subtilité justement de s'adresser à plein de ces facteurs à travers notamment des rituels réparateurs ou des prescriptions qu'ils vont faire, très symboliques, mais parce qu'ils ont perçu l'information à plein de niveaux. Et c'est ça qui est, je trouve, magnifique dans ces approches qui nous manquent aujourd'hui, car nous sommes dans le réductionnisme, on cherche une cause pour expliquer un effet, alors que la réalité est tellement complexe. Les ostéopathes actuellement vont dans ce sens. Bien sûr, mais il n'y a pas que. Toute la médecine essaye de se réinventer. Oui. Et il y a plein de domaines de la santé, de la psychologie, de la psychothérapie qui aujourd'hui s'ouvrent à toutes ces dimensions. On va peut-être prendre une autre question. La question de la mort. Non, c'est à toi ça. Moi, ok. Vous avez lu mon livre ? Non, répondre comme ça en quelques minutes à cette question, c'est difficile. Je vais être très, très personnel et très intime, mais c'est aussi un peu le fruit et la conclusion auquel j'arrive après toutes ces années d'enquête et de travail. Je ressens c'est marrant quand je dis ça, je me dis mais quel intérêt ce journaliste nous raconte sa vie. J'ai vraiment du mal à raconter ça, mais voilà, j'ai le sentiment, après 10 ans de travail, d'interrogation, encore une fois très rationnelle sur ces domaines et d'expérience personnelle que la mort n'existe pas d'une certaine manière, qu'on est dans une forme de transition, qu'il y a une transition qui est un peu violente et un peu visible, parce qu'effectivement, tout d'un coup, un corps cesse d'être en vie et redevient juste du matériau brut sans l'anima, sans le truc à l'intérieur. Mais vous voyez, il y a 3 semaines, j'étais en Russie et j'attendais mon avion à Saint-Pétersbourg en allant dans un restaurant un peu haut en couleur, un resto comme les Russes savent faire, très siècle dernier, avec des serveurs en gants blancs, etc. Je ne suis pas spécialement fortuné, ça coûtait à peine 20 € le menu. Et tout d'un coup, dans ce restaurant, j'ai senti que mon père était en face de moi. Mon père a lu Tolstoï et Guerre et paix notamment à peu près 30 fois. Il considère que c'est le roman le plus important et le plus magistral que toute l'humanité ait pu écrire. Et dans ce restaurant, tout d'un coup, je me suis
dit qu'il était là en face de moi et qu'il trouvait l'endroit particulièrement bat. C'était son mot. Waouh, c'est bat ici. Les serveurs, l'espèce de côtelette que j'avais mangée, qui était extrêmement sophistiquée avec une sauce sympa, l'ambiance du restaurant. Et j'aurais pu me dire, oh, tiens, oui, j'aurais pu laisser ça dans le monde de l'imaginaire. Mais il y a quelque chose en moi qui aujourd'hui me permet de relâcher, d'accepter cette possibilité. Donc j'ai vraiment posé mes 2 couverts de chaque côté de mon assiette. J'ai regardé fixement en face de moi, là où il y avait des sièges, et j'ai été parcouru d'un frisson énorme qui était pour moi aujourd'hui, d'après ce que je réussis à décrypter, la confirmation que mon père était vraiment là et qu'il partageait tout simplement ce moment avec moi. Il n'y avait pas de magie, il n'y avait pas de peur ou de quoi que ce soit, c'était juste un moment extrêmement simple, dans une journée extrêmement simple aussi. Et aujourd'hui, je vis ça comme ça. Donc on est dans l'absolue subjectivité. C'est pour ça que j'ai du mal à considérer que ça puisse être intéressant, ce que je suis en train de vous raconter, parce que c'est ma vie. Mais je me nourris de ça aujourd'hui. Ça m'a donné encore une fois une profonde paix quand je suis confronté à la mort et quand j'y suis confronté de près. Ça me donne une profonde sérénité, une profonde paix. Et ma plus grande difficulté en t'écoutant tout à l'heure parler de ces trans, effectivement, c'est les questions que je te posais encore il y a quelques années en disant mais comment est-ce que tu es sûr que quand tu fais ça, tu n'es pas dans ton imaginaire? Est-ce que tu es sûr que c'est une vraie perception? Et en fait, toi, Thierry, puis plein d'autres, vous me répondiez toujours mais cette question, elle est un peu absurde. Tu le sens à un moment, tu le sens à un moment. Je dis, mais moi, ça ne me convient pas, ça, je le sens à un moment. Ben, en fait, je suis obligé de faire cette même réponse aujourd'hui. Effectivement, on le sent à un moment. On sent, mais il faut aussi accepter ça. Donc, on est dans une espèce de jeu d'équilibre où il faut quand même essayer de garder un peu de discernement et les pieds sur terre, où on accepte son message intérieur, cette possibilité que la vie se prolonge, tout en y étant parvenu par un chemin qui est dans mon cas un chemin extrêmement rationnel. Voilà, donc la mort, que dire de ça? Voilà. Et la question est de s'adresser aussi à toi, hein, Thierry. Oui, Madame a eu la promesse de monopoliser la question. 20 minutes. Je vais faire très court, mais comme je vous ai raconté, là où je suis arrivé par la petite quête spirituelle qui a été la mienne, enfin petite, non, ma quête spirituelle, aujourd'hui, la mort est quelque chose qui ne me pose pas de questions. Parce que j'ai totalement accepté son existence. Je ne sais pas, lorsque je serai aux portes de ma propre mort, si je serai tout à fait serein. Je me le souhaite, comme je l'ai vu chez de nombreuses personnes que j'accompagne jusque-là, puisqu'une partie de mes activités consiste à accompagner des gens gravement malades d'un point de vue psychologique et spirituel, et que j'ai vu des gens de 30 ans partir, me disant, avec leur mental, je suis triste de quitter mes enfants, de ne pas les voir grandir, mais en même temps, je suis totalement apaisé, me disait-il, de cet espace paisible et silencieux qu'ils avaient contacté, ou qu'ils avaient plutôt accompli, réalisé, qu'ils partaient malgré tout en paix. Et au jour d'aujourd'hui, lorsque je pense à la mort, je me dis, mais c'est le retour au silence et à la paix qui était avant que j'existe et qui sera encore après que j'existe. C'est le retour à cet espace de vacuité où tout est possible, où les cellules de mon corps se recycleront dans d'autres corps ou dans d'autres plantes ou dans d'autres substances qui existent sur cette terre, où l'énergie de ma pensée vivra dans la pensée d'autres qui vivront encore après moi, et où je peux totalement accepter, parce que mon mental n'existera plus, que l'idée d'être moi disparaisse. Ce qui veut dire que, à ce moment-là, je revis l'expérience que je vis dans certains moments dits d'extase, d'une dissolution complète dans l'espace de la pure conscience, et en me rendant compte que je suis tout et rien. Et ça m'apporte une profonde paix. Ce qui n'empêche que dans mon parcours, je puisse encore parler à des personnes décédées, que je puisse encore avoir un rapport avec les morts, que je puisse même parfois détecter des signes ou ressentir des signes venant d'eux, mais je suis
me semble-t-il, suffisamment conscient aujourd'hui pour me rendre compte que c'est encore des projections de mon mental, des interprétations, et qui font que, au-delà de tout cela, j'accepte qu'il n'y a rien et qu'il y a la potentialité de tout. Et que donc, si je suis vraiment dissous là, je ne suis plus, mais je suis. Je ne suis plus ceci ou je ne suis plus cela, je ne suis plus Thierry, je ne suis plus ou Cléopâtre que j'ai été dans une vie antérieure, ou Alexandre le Grand, ou que sais-je. Non, je suis. Et je ne sais plus parler autrement aujourd'hui parce que je l'ai ressenti, je l'ai vécu à l'intérieur. Voilà mon rapport à la mort. Merci beaucoup. Les Mongols font un petit rituel, je vous le raconte, parce que c'est un joli rituel quand même, parce qu'ils sont malins. Et à partir du XVIe siècle, le bouddhisme a influencé le chamanisme. Et avant, les Mongols pensaient que l'âme, parce que pour eux, il y a toujours la notion d'âme, on ne meurt pas non plus, la mort, c'est qu'un passage, de toute façon. Et donc, l'âme partait dans ce qu'ils appellent le monde noir, dans lequel les chamans vont voyager. Et après, avec l'influence du bouddhisme, ils ont commencé à penser à la réincarnation. Et aujourd'hui, ils vous disent qu'on se réincarne dans les 3 à 5 ans. Alors, seulement, qui se réincarne en quoi voilà. Alors, quand un proche meurt, ils prennent de la cendre et ils font une petite marque secrète à un endroit du corps de la personne décédée. Et le premier bébé qui va naître avec une tache de naissance à cet endroit-là, ben, ils sauront que c'est la personne qu'ils ont marquée. Voilà. Et voilà le tome 2 du test. Excellent. Vous savez, si on veut parler d'une façon un petit peu plus scientifique, entre guillemets, c'est-à-dire avec les mots de notre culture, à partir du moment où on considère que l'univers est constitué de matière, d'énergie et d'information, je peux tout à fait imaginer qu'il y a différents niveaux d'information et que le vécu de la mort soit de la même nature. À savoir que lorsque j'ai perdu mon meilleur ami, qui était aussi mon cousin, lorsque nous avions 17-18 ans, et que j'ai rencontré tous ces médiums, et que je faisais des tests à l'époque pour voir si ces médiums me racontaient la même chose, etc. J'étais poussé par la maman de mon cousin qui était très branchée sur tout ça. En fait, bien sûr qu'il y a eu des choses absolument troublantes qui m'ont été dites, et qu'à la limite, je ne connaissais pas, et que c'est par après mes parents qui m'ont dit « mais oui, mais là on parle d'un secret de notre famille ». Mais aujourd'hui, je peux tout à fait accepter l'idée que ce n'était pas forcément Denis, mon cousin, qui était là en train de parler à la médium, mais qu'il y avait l'information que sa vie avait contenue, à laquelle la médium avait eu accès, dans ce niveau-là de l'information. Et quand je réfléchis à ce que les bouddhistes nous disent des réincarnations et du rôle des bodhisattvas, justement, qui sont ces êtres qui ont connu l'éveil et qui sont dans l'amour inconditionnel, dans la vraie compassion, et qui décident sciemment de se réincarner pour venir éclairer l'humanité, voilà peut-être une façon d'exprimer comment différents niveaux d'information peuvent s'opérer, je dirais, en connexion avec l'énergie et la matière, puisque plus vous mettez d'énergie dans la matière, plus celle-ci est informée. Et que donc, oui, le Dalai Lama qui vient de nous annoncer qu'il ne se réincarnerait pas, je peux tout à fait imaginer, mais c'est de la supputation encore intellectuelle, je ressens ça au niveau lumineux d'une façon beaucoup plus calme que dans l'agitation d'un discours. Mais le Dalai Lama, on peut tout à fait imaginer que cet homme a vu la pleine lumière de la pure conscience, il est réalisé dans cet état-là, il est accompli, et qu'il y en a eu 14 qui, étant accomplis, ont compris qu'on pouvait jouer dans différents niveaux d'information et qui ont accepté de continuer à activer le niveau d'information qui est celui qui permet de incarner les choses dans la matière, et que effectivement alors les enfants reconnaissent les objets du précédent Dalai Lama et que on a cette filiation, mais qu'aujourd'hui le Dalai Lama se rend compte peut-être que cette institution n'est plus nécessaire, que les graines ont été plantés et qu'il va pouvoir enfin retourner à la dissolution dans le vide plein de la vacuité, c'est-à-dire dans tous les possibles. Et je trouve ça extraordinaire personnellement de m'imaginer que ça puisse être mon destin un jour, de retourner au vide plein de tous les possibles et de me fondre dans l'immensité de ce qui est. Voilà. Pour
juste ajouter une petite précision, toujours sur le sujet de la mort, pour prolonger ce que tu dis sur l'information, c'est vrai que moi j'ai fait un test que j'ai publié il y a quelques semaines, où j'ai fait un marché avec mon père, en fait, après qu'il soit décédé, en me disant, s'il y a une vie après la mort, peut-être qu'il est dans le funérarium en train de voler autour de nous et d'observer ce qui se passe. Je vais prendre cette hypothèse comme une hypothèse à vérifier, je vais m'adresser à lui, je vais cacher des objets dans le cercueil en ne lui disant qu'à lui, à personne d'autre, et puis j'irai voir des médiums plus tard qui prétendent communiquer avec des défunts pour voir si ça marche, et si mon père réussit à dire, voilà, mon fils a mis tel et tel objet dans le cercueil. Figurez-vous que ça marche. Et ça a été vraiment fracassant, quand ça, médium après médium, quand on en arrive à ce moment où une médium me dit, mais c'est marrant, votre père il me montre ça. Oh, c'est très très impressionnant. Et ce qui ressort de ça, le questionnement constant que j'avais dans ces séances, c'est effectivement ce que tu dis, c'est-à-dire je n'avais plus aucun doute sur la capacité de ces médiums à me donner des informations extrêmement précises et pertinentes, mais est-ce que c'est la preuve ultime qu'elles les obtenaient de la part de mon père ? Est-ce que ce n'était pas de la télépathie, une sorte de sixième sens, etc., etc. Et en fait, cette question, elle a été constante pendant l'ensemble des tests et des séances que j'ai fait avec ces 6 hommes et femmes. Et en fait, tous me font une réponse qui est assez similaire, qui est de me dire, vous savez, je ne peux pas vous le prouver, mais en revanche, je le ressens fortement. Je ressens que là, à ce moment-là, j'ai un défunt, un être intelligent à côté de moi, que vous ne voyez pas, mais moi que je peux ressentir. Et c'est une personne qui me parle, qui me coupe la parole, qui me dit des choses qui me surprennent, alors que si c'est une sorte d'information un peu distante, que j'obtiendrai sous une forme de voyance ou de télépathie, ça va être quelque chose qui est plus de l'ordre du souvenir, ce qui ressemblerait à ce que vous avez en souvenir, c'est une image statique, qui est une information qui arrive comme ça, mais qui n'arrive pas avec une vraie intention. Et cette présence physique de mon père pendant l'expérience, il la ressentait, il me la décrivait comme ça, et il m'est arrivé aussi de la ressentir pendant certaines séances. Donc cette question m'a obsédé, parce que les premiers médiums que j'ai rencontrés, c'était il y a presque 10 ans maintenant, donc cette question me taraude et m'obsède depuis très très longtemps, de comprendre comment s'établit cette communication entre deux mondes. Et cette réponse que m'ont faite ces femmes et ces hommes sur leur façon de ressentir comment cette communication s'instaurait, d'une part elle était prouvée parce qu'ils ont réussi le test, ça a été encore une fois mais juste ouf, quoi, comme dirait ma fille. Et en même temps, voilà, ils ont su mettre les mots pour décrire ces sensations, cette intimité, cette subtilité avec laquelle ils établissaient une communication. Mais ceci n'empêche absolument pas d'imaginer possible que ça ne soit qu'un état et qu'un stade. Parce que dans toutes les cultures, on voit bien qu'il y a des stades comme ça, notamment dans l'expérience après la mort physique. Et pour illustrer ce que j'essaie de transmettre là, par rapport à l'immensité et la vacuité du monde invisible, c'est une expérience concrète, dans le sens où, lorsque j'avais 17-18 ans, je suis allé voir une médium ici à Paris, et j'espérais bien sûr qu'elle me parle de mon cousin, puisqu'il était décédé quelques mois auparavant. Et elle m'a dit d'emblée, vous allez être déçu, ce n'est pas lui qui est là. Bon. Et elle me dit, non, c'est un monsieur qui vous connaît, mais vous ne le connaissez pas. Bon. Et effectivement, j'étais déjà très énervé. Et elle me dit, oui, et il me montre un pays chaud, on dirait l'Afrique, et il y a des troubles, et il est assassiné, il est coupé en morceaux, et il est cannibalisé. Et je me dis, cette femme est complètement folle. Hein ? Je rentre, je vous passe les détails, parce qu'elle a parlé aussi de moi, de mon avenir, etc., que cette personne venait encourager. Mais je dois juste rajouter, et c'est pour ça que je parle de cet exemple qui, moi, m'a beaucoup interpellé, questionné, fait réfléchir. La personne venait parce que je venais voir un médium et elle avait besoin de mon aide. Et elle demandait que je prie pour elle parce qu'elle n'arrivait pas à réaliser qu'elle était morte et elle demandait qu'on l'aide à aller dans la lumière. C'était les mots de la médium. Donc moi, je rentre à Bruxelles. À l'époque, mes parents étaient un peu inquiets parce que je fréquentais les lamas tibétains. J'explorais, je vous dis, j'ai fait ce parcours comme ça pour essayer de comprendre. Et je les rassurais en leur expliquant tout ce que je faisais. Ce qui les rassurait qu'à moitié, j'imagine, mais en même temps, ils
ils avaient peur que je parte dans une secte, hein, ou que voilà. Et donc, ils voyaient bien que j'étais quand même encore très construit et pas influençable, ou peu influençable. Et donc, je raconte ça, et mon père devient blanc, et il me dit, mais tu parles de mon cousin. Et en fait, il se trouve que mon père avait 2 cousins qui sont partis au Congo belge. Je suis de nationalité belge. Donc, ils sont partis au Congo belge, qui est devenu le Zaïre par la suite, et qui est redevenu Congo maintenant. Et dans les années 60, il y a eu les événements de l'indépendance de ce pays. Et lors des événements, un de ces 2 cousins est décédé. Et on a toujours pensé qu'il avait été assassiné, mais on ne voulait pas trop insister là-dessus pour sa mère, qui aurait vraiment vécu ça encore plus difficilement. Il se trouve que mon père me raconte ça, donc ce jour-là, j'avais 17 ans, et ce monsieur était décédé 1 an avant ma naissance. Il était décédé en 60, et moi je suis né en 60-61, moi je suis né début 62. Et donc, mon père me dit, mais quand les sœurs missionnaires sont revenues en Belgique de nombreuses années après, mon père est allé les voir parce qu'elles avaient assisté à tout ce qui s'était passé dans la région de Bukavu, là-bas, au Zaïre, enfin au Congo. Et les sœurs lui ont expliqué qu'elles avaient assisté non seulement à l'enlèvement de tous ces ingénieurs de la Gécamine, parce qu'ils travaillaient pour des mines de cuivre ou je ne sais pas quoi, et qu'elles savent qu'ils ont été tués et qu'on a retrouvé des corps coupés en morceaux sur le marché parce qu'il y a eu des actes de cannibalisme. Et donc, mon père est au courant de ça, ne l'avait jamais dit à personne. C'est une information qui circulait peut-être dans l'inconscient familial et peut-être que la médium l'a captée chez moi. Sauf que, tellement interpellé par ce qui m'était révélé par mon père, j'ai décidé de commencer à prier pour ce monsieur qui s'appelait Guy, le cousin de mon père, pour l'envoyer dans la lumière, puisque c'est ce qu'il m'avait demandé. Et comme j'étais encore dans le deuil de mon cousin, j'avais mis une photo de mon cousin et une photo de ce monsieur sur mon bureau, mon tréteau d'étudiant. J'étais jeune étudiant en médecine, c'était ma première année de médecine qui commençait. Et le soir, je brûlais une bougie et je mettais des fleurs, parce que j'avais lu dans un livre tibétain que les fleurs aidaient les âmes à s'élever, etc. Donc voilà, je faisais des petites choses que j'avais apprises. Et puis, les mois passent, je présente mes premiers examens de premier semestre en faculté de médecine. Et le premier examen, c'est biologie végétale. On devait regarder des trucs au microscope. Et puis, je n'arrive pas à répondre à la question. Et je me dis, ça commence bien. J'ai déjà une feuille blanche pour aller maintenant à l'oral, parce qu'à l'époque, on interrogeait encore oralement. Aujourd'hui, on fait plein de QCM et tout ça. Et au moment où j'entends la personne qui est appelée avant moi dans la liste alphabétique, ma main se met à écrire et je réponds à la question. Et quand je suis appelé, j'ai de quoi montrer mes capacités au professeur, qui me met un 19 sur 20. J'ai rarement eu ça par la suite. En attendant, à la fin de cette session d'examen, je retourne à Paris, parce que mon cousin était de Maisons-Laffitte dans les Yvelines, et donc je revenais voir ma tante, j'étais très proche d'eux à ce moment-là, on était dans ce deuil, et je retourne donc ici dans la région parisienne, et on retourne voir la médium. Et la médium me dit, ah mais votre monsieur là, il est de nouveau ici. Et moi j'étais déjà un peu déçu parce que j'attendais vraiment la communication avec Denis. Et elle me dit, il vient vous remercier parce qu'il a erré pendant des années croyant qu'il n'était pas mort. Il l'a même fait croire à quelqu'un et il ne faut pas en vouloir à cette personne, me dit-elle. Moi je ne comprends pas ce que ça veut dire non plus à ce moment-là. Et il sera toujours là pour vous aider. D'ailleurs, ça a commencé lors d'un certain examen, me dit-elle. Et moi, j'ai fait le lien avec l'épisode que je vous raconte, mais ça m'a fait dire qu'il y avait une vie qui était au contact de cette médium. Ce n'était pas simplement de l'information, il y avait quelqu'un qui dialoguait vraiment. D'autant plus qu'en revenant en Belgique, je raconte ça à mes parents, et mon père me dit, ah oui, ma grande-tante, donc la maman de ce cousin, allait voir un radiesthésiste dans les années 60 parce qu'elle voulait savoir ce qui était arrivé à son fils. Et ce radiesthésiste lui a dit qu'il était toujours dans la brousse et qu'on le retrouverait.
Et puis un jour, on a vu que ce n'était pas vrai et on l'a traité de charlatan et on a crié à la supercherie. Mais il est fort probable que ce soit lui qui était dans un stade de purgatoire ou que sais-je quel bardo là, intermédiaire, et qu'il était en train de donner cette information-là. Mais je n'oublie pas qu'il m'a demandé de l'aider à aller dans la lumière où tout se dissout. Parce que dans la lumière, quand elle est complète, il n'y a plus de forme. La forme naît de la rencontre de la lumière et de l'ombre. Mais si on est dans la pleine lumière, il n'y a plus de forme, il n'y a plus d'existence, existare en latin, qui veut dire se positionner à l'extérieur. Il n'y a plus que l'essence, essere en latin, qui veut dire être. Et voilà comment mon chemin spirituel s'est ouvert, notamment grâce à cette expérience chez une médium, qui m'a fait voyager dans différents niveaux d'information, mais me laissant entrevoir qu'il y avait un niveau ultime de la vacuité, vide, rempli de tous les possibles, pure conscience qui n'est que lumière, dans laquelle toutes les ombres s'évanouissent. Et je me souhaite d'y aller un jour, je vous souhaite d'y aller aussi. C'est-à-dire que de ce jour-là, nous ne serons plus, et ce n'est pas grave. Nous n'existerons plus, mais nous serons. Et nous serons un, parce que nous serons tous les mêmes. Les antichèses spirituelles, ça, j'avais jamais entendu encore. On a encore 10 minutes. Il y avait une question de monsieur là-bas, je crois. Puis du jeune homme. Alors, il nous reste 10 minutes. Oui, puis il y a une question du jeune homme derrière. Donc... Bon, pour explorer l'invisible, est-ce qu'on ne pourrait pas prendre quelques-unes de ces minutes pour faire une méditation collective ? Je vous propose de tous faire ça ce soir au lieu de regarder Arthur sur la 1. À 20h précise. Non, 21h précise. On se donne tous rendez-vous, chacun chez soi, mais ensemble. De 21h à 21h02. D'accord. Ça sera déjà pas mal. Jeune homme ? Oui, c'est quand vous disiez que quand quelqu'un tombait malade ou mourait, c'est parce qu'il avait offensé les esprits. Mais quand un enfant naît handicapé ou né mais mort dans le ventre de sa mère, comme il n'est pas encore né, comment il aurait pu déjà offenser les esprits alors qu'il n'était pas encore né ? C'est à cause de ses ancêtres. Voilà, c'est ce qui est avant lui, probablement. Par exemple sa mère. C'est pas forcément, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas forcément la personne qui porte la responsabilité des choses. Ça peut être son environnement, ça peut être des ancêtres, ça peut être une histoire qu'on ne maîtrise pas. Donc on peut porter ce busard sans en être forcément responsable. Voilà. Mais bon, tout ça, je crois que c'est intellectualiser beaucoup les choses, essayer de les expliquer, et la posture des chamans par rapport à tout ça est vraiment une interprétation symbolique des choses. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Voilà, ça veut dire qu'il y a une responsabilité quelque part, c'est pas forcément la personne qui la porte, mais il y a une responsabilité quelque part et une remise en cause de son comportement qui est à réfléchir. Donc prendre ce recul qui va permettre de réagir à une situation. Merci beaucoup. Et puis dans les mots que tu emploies, il y a des mots qui sont très connotés de notre culture, culpabilité, c'est de ma faute, etc. Je pense que c'est aussi des dimensions qui sont peut-être pas perçues de façon aussi brutale par ces visions, que qu'elles soient chamaniques ou de la médecine spirituelle. C'est pas la faute d'eux qu'il s'est passé quelque chose. Par exemple, ici, tous les trois, on a basculé au deuil de quelqu'un. Ça nous a fait prendre conscience de... Alors les chamans vous disent, vous êtes tous les trois, vous êtes nuls. Parce que vous n'avez pas compris avant que... Voilà. Alors ça ne veut pas dire que la personne est morte parce que vous n'avez pas compris, c'est pas ça. Mais ça veut dire que on a tous besoin parfois, il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça, mais d'autres ont besoin d'un choc psychologique parfois pour basculer et prendre conscience de... En fait, si on se place au niveau du cerveau, tout d'un coup, le cerveau va fonctionner différemment, les neuroscientifiques vous diraient. Donc en fonctionnant, c'est ce qui se passe pour une expérience de mort imminente. Donc ça a fait que
tout d'un coup, notre interface, elle fonctionne plus de la même façon. On a vu pour la transe quel était le résultat d'une modification du fonctionnement du cerveau, mais ce qui n'explique pas tout, évidemment. Mais en tout cas, cette posture physiologique fait que tout d'un coup, on envisage et on interprète la réalité différemment. Et ça nous fait avancer. Voilà. En tout cas, les Mongols diraient de tous les trois qu'on est des gros nuls. Oui. De l'autre côté. Je voudrais juste apporter un témoignage. J'ai rencontré un dauphin libre et sauvage il y a 12 ans. Je vais avaler le micro, ok, comme tu dis Thierry. Et j'ai rencontré un dauphin libre et sauvage il y a 12 ans, avec lequel j'ai vécu des expériences. J'avais envie de rebondir sur ce que vous avez dit jusqu'à maintenant, parce qu'on parlait le thème étant explorer l'invisible. On a beaucoup parlé de la vie après la mort. L'expérience que j'ai faite avec ce dauphin, au départ, parlait par télépathie de la relation que l'on a avec la mort, mais aussi prendre conscience à quel point on était tous interdépendants, interreliés. Et pour cela, effectivement, on a l'hémisphère droit, qui est notre hémisphère intuitif, qu'on en a tous à disposition, auquel on peut, juste par la méditation, en se mettant en état alpha, comme le font les dauphins, je pense qu'on a tous cette capacité à ressentir cette unicité dont vous parlez, et sans forcément la projeter dans la vie après la mort. Les dauphins insistent beaucoup sur la conscience de l'instant présent, de vivre l'instant présent, et de ressentir tout ce qui nous relie. Et j'aurais envie de dire, par rapport à l'exploration de l'invisible, sans forcément penser à des expériences de vie après la mort, que l'on peut aussi faire l'expérience de l'invisible avec le monde vivant, la nature, et communiquer demander un signe demain matin, par exemple, dans un jardin, qu'un oiseau vienne communiquer avec nous, ou qu'un chien vienne vers nous, et commencer aussi l'expérience de la communication dans l'invisible, mais qui est une vraie communication intuitive. C'est déjà aussi des petits signes qui peuvent donner à prendre confiance. Et pour terminer, je vais être brève, je suis mère de jumeaux. J'ai eu cette chance d'avoir des jumeaux monozygotes. Et depuis leur tendre enfance, j'ai bien compris qu'effectivement, les jumeaux existaient sur Terre comme des êtres incarnés pour nous montrer tous notre interdépendance et cette conscience qu'on est tous reliés. Et les dauphins insistent beaucoup sur cette conscience que nous ne sommes pas assez conscients à quel point nous sommes reliés. Et la physique quantique aujourd'hui prouve tout cela. Mais vous avez raison de souligner qu'effectivement, notre discussion est partie sur la mort. Je ne sais pas pourquoi, mais il y avait sans doute des raisons. Mais effectivement, le monde vivant et dans le chamanisme notamment, ce n'est pas seulement une relation avec le monde des morts, c'est aussi une relation avec les esprits des plantes, des animaux et de tous ces univers qui nous entourent. Donc on aurait eu 1 heure de plus, on serait parti sur les dauphins, les plantes. On avait publié il y a 2... Et sur l'être humain, parce que... Oui. Pendant que je vous entendais parler, j'ai été présent à vous et j'ai vu plein de choses. J'ai perçu plein de choses. Et il suffit d'être présent. Ma femme est une jumelle, donc je ne vous raconte pas. On avait publié il y a 2 ans un hors-série dans Inexploré où je voulais poser la question de savoir si on était seul. Nous ne sommes pas seuls. Alors souvent cette question est associée à l'hypothèse extraterrestre ou à celle des esprits. Et on avait voulu inclure justement une vision aussi très biologique. Il y avait Jérémy Narby qui avait participé, qui est un anthropologue qui s'était intéressé beaucoup au chamanisme. Il y avait Dorian Sagan, qui est le fils de Carl Sagan, qui est lui-même biologiste. Donc effectivement, nous ne sommes pas seuls. Il y a des esprits, il y a un monde invisible qui nous entoure, mais il y a aussi un monde vivant, un monde fait de plantes, d'animaux, d'êtres humains. Et c'est en se laissant pénétrer intuitivement de ces interconnexions avec toutes ces strates de la vie que l'on pourra arriver, je pense, à s'en sortir. Espérons-le. Peut-être le temps d'une dernière question, il y a 3 minutes. Tout là-bas, oui. Bon, après, si vous voulez, il y a une librairie en bas qui nous accueille, donc on va descendre tous les 3 pour signer les exemplaires de nos bouquins pour ceux qui le veulent. Donc si vous voulez poursuivre la conversation, on est à la librairie après. Juste une question justement par rapport actuellement à la souffrance de la nature, actuellement, que ce soit le monde animal ou végétal. Je voulais savoir quelle influence ça pouvait avoir justement par rapport à nous, hommes, et toute cette interdépendance. Parce qu'aujourd'hui, on fait véritablement souffrir la nature.
On parle tout le temps de nous, en tant qu'hommes. Et justement, dans cet invisible, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, voilà, comment cette souffrance interfère par rapport à nous? Enfin, voilà, j'ai du mal à exprimer cette question, mais voilà. Oui, elle interfère sur tous. De toute façon, alors les chamans vont faire des rituels pour essayer, parce que pour eux, la planète est malade et on en est responsable et elle est en train de se venger. Elle n'est pas contente, elle est en colère. Donc, pour eux, toutes les catastrophes écologiques qui se passent, c'est une réaction de la Terre à sa maltraitance. Alors ils font des rituels. Et justement, parce qu'ils savent que tout est interconnecté, une pensée, une prière, un rituel va aussi agir. Autant quelque chose de négatif peut agir et les choses positives agissent aussi. Donc pour eux, la réponse à ça, c'est de faire des rituels. D'autres vont faire des prières, mais l'intention est là. Et on peut réparer, chacun a un rôle de réparation, bien sûr physique, en agissant pour, mais aussi dans l'esprit, on peut agir beaucoup plus qu'on ne pense sur les choses. Parce que vraiment, Oui. tout est Tu as dit ce mot d'intention. Et je crois qu'on va découvrir dans les années qui viendront, même d'un point de vue scientifique, à quel point l'intention conditionne notre expérience collective et individuelle. Et on ne s'imagine pas, mais pendant que nous sommes là tous réunis, nous émettons des pensées. Ces pensées sont accompagnées d'images, de formes. Et comment imaginer que ces formes pensées n'aient pas une influence sur les formes pensées de notre voisin et même peut-être de quelqu'un qui est à 10 mètres ou peut-être qui est de l'autre côté de la ville ou dans un pays étranger. Je crois qu'il y a une dimension du vivant, et vous parliez de physique quantique, c'est sûr qu'elle est en train de nous ouvrir sur cette compréhension-là, mais où l'intention est réellement fondamentale. Donc le pouvoir de la prière, donc le pouvoir du rituel, qui est une intention manifestée dans les dimensions de l'espace et du temps matériel. Oui. Donc pour résumer, même tout seul, on peut effectivement faire attention à éteindre l'électricité chez soi, pas faire couler trop d'eau, mais on peut aussi, dans les pensées qui sont les nôtres et l'espérance, pour ne parler de l'optimisme, mais l'espérance qui peut nous habiter, on peut changer le monde. Ça paraît être une question un peu, enfin une formulation un peu philosophique et peut-être parfois un peu idéaliste. Mais là aussi, je suis convaincu par le parcours qui est le mien, qui a commencé sur les lignes de front, parce que j'ai commencé en étant reporter de guerre, donc je me suis coltiné des gens qui se tuent les uns les autres et qui trouvent ça cool. Malgré ça, je n'arrive pas à être pessimiste. Je n'arrive pas à me dire qu'on ne puisse pas s'en sortir. J'ai le sentiment qu'à chaque seconde, l'être humain, et ça commence en chacun d'entre vous aujourd'hui, on a la possibilité de, je ne sais pas comment, malheureusement, mais je sais qu'on a cette possibilité de, en intention, en convoquant l'amour, la confiance, je ne sais pas comment, mais on a cette possibilité de... Et quand l'intention devient action, alors ça devient une réalité indiscutable. Et c'est pour ça qu'il faut, je pense, une vraie cohérence entre ce que nous pensons, ce que nous disons et ce que nous faisons. Et le monde va si mal parce qu'il est tellement incohérent. Et c'est ce que nous disent tes chamans, là, dont tu témoignais. Ils nous disent qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. On a trahi l'esprit, ou les esprits qui sont là. Hein? Cool, merci. Super. Je vais